Le 8 janvier 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Roméo et Juliette, texte intégral. Je ne crois pas qu'il m'ait jamais été donné d'écrire en tête de cette chronique un titre plus scintillant et plus émouvant. Mais c'est pour rappeler aussitôt qu'au cinéma, les plus glorieux titres ne signifient absolument rien. Puisque nous en sommes aujourd'hui à Shakespeare, souvenons-nous de la mortelle insanité qu'est devenue, par les œuvres du très petit juif Max Reinhardt, le songe d'une nuit d'été. Grâce aux dieux, Roméo et Juliette n'est point tombé dans d'aussi redoutables mains. Monsieur George Cukor, son nouveau metteur en scène, est un excellent artisan d'Hollywood, sans plus, ce qui vaut bien mieux que les extravagantes prétentions d'un quelconque régisseur judéo-berlinois porté au pinacle par ses coreligionnaires. M. Cukor, exécutant les consignes des producteurs d'Hollywood, s'est sagement astreint à suivre Shakespeare en mettant quelques accessoires autour. Si déférente que fût son adaptation, c'était déjà beaucoup trop, à mon sentiment, que de l'avoir osé. Et je suis convaincu de ne pas être le seul, tant s'en faut de mon espèce. Si je n'y avais point été obligé par mon métier, aurais-je vu Roméo et Juliette sur un écran? J'en doute beaucoup. Un livre, 3 heures de repos et de silence devant soi, et combien l'on est plus près de l'immortelle poésie shakespearienne que lorsqu'il faut, pour l'atteindre, traverser tous ces truchements, affronter toutes ces précisions si superflues. Je ne me soucie nullement de savoir si c'est dans un vers de Venise ou de Bohême que Mercutio puise le secret de sa fantaisie. De quel point sont brodés le juste au corps de Roméo, le voile en même temps nuptial et funèbre de Juliette. Or, le cinéma ne peut rien ajouter de plus à Shakespeare sans être injurieux. Il n'a plus rien à faire ici que d'infimes et inutiles besognes. Tandis que les admirables chants de l'amour et de la mort s'envolent, il compte machinalement les degrés de l'échelle de soie, les dalles du palais, les caissons d'un plafond. Au moment où le vieux poème va nous reprendre au cœur, ce subalterne trop zélé nous oblige à considérer que tous ces ornements apprêtés par lui sont d'un goût médiocre, sans aucune espèce de style, comme tout ce qui touche l'histoire à Hollywood. L'alouette, quand la nuit de noces finit, s'envole dans un ciel de toile, grossièrement barbouillé. Vérone dresse sur la querelle des Capulets et des Montaigu des cyprès en fil de fer et des créneaux de papier mâché. L'optique du théâtre permettrait de noyer tout cela. Le décor étant fixe, au bout d'un instant, on l'aurait oublié. Au cinéma, il évolue continuellement et toujours dans le sens le plus regrettable. Il est si platement méticuleux, si surchargé, que souvent il nous dissimule l'interprétation, seule raison d'être pourtant, seul attrait possible d'un tel spectacle. Cette interprétation est elle-même étrangement inégale. Monsieur John Barrymore, en Mercutio, est presque aussi forcé, aussi criard qu'un acteur de la comédie française. Les autres comparses font de leur mieux une tâche qu'ils comprennent assez mal. Restent les 2 amants, l'essentiel. L'un est presque un inconnu, l'anglais Leslie Howard, l'autre une étoile illustre, la canadienne Norma Shearer. Ils sont admirables, ils y ont un mérite infini. Leur métier, souvent banal, souvent vulgaire, les préparait aussi mal que possible à de tels rôles. Après avoir débité tant de dialogues bâclés ou futiles, ils savent retrouver cependant la plus juste cadence pour ces strophes entre toutes périlleuses à dire, ces allégories étranges, ces concetti subtils qu'il leur a fallu répéter 10 fois, 20 fois, sans perdre le ton ni l'élan, devant ce gros œil fixe de la caméra qui épie si grossièrement votre langue, vos dents, la commissure de vos lèvres. La gravité fiévreuse de ce Roméo blond, la voluptueuse innocence de cette Juliette rendent la vie la plus frémissante au chef-d'œuvre que l'on emmaillota de tant de poncifs. Et Roméo est avant tout la vie même,
ces aveux, ces soupirs, ces retours, ces puérilités éternelles de deux amants qui vont se quitter dans la nuit. Mais pourquoi n'existe-t-il plus aucun théâtre au monde qui pût nous montrer de tels acteurs devant trois rideaux peints ?